Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et on parle d'Uber ce matin car l'opération de croissance externe qui s'annonce en dit long sur la maturité de l'entreprise. Uber, dévasté par la crise et la baisse du nombre de courses VTC, le groupe a perdu presque 3 milliards de dollars au premier trimestre, soit quasiment le triple d'il y a un an, et a pris une décision largement médiatisée, celle de licencier environ un quart de ses salariés. Pas question de rester les bras croisés. Uber mise pour résister sur sa petite pépite, Uber Eats, filiale qui a fait des prouesses pendant le confinement évidemment, et décide de conforter sa position sur ce marché de la livraison à domicile. Selon le Wall Street Journal, Uber aurait jeté son dévolu sur une entreprise américaine, Postmates, une société de livraison de repas qui lui coûterait la modique somme de 2,5 milliards de dollars, preuve de son agilité et surtout de sa capacité à faire pivoter son modèle en période de crise. Merci à Victoria Grenier qui a illustré avec justesse mon propos ce matin. Plongé dans l'univers des startups ce matin avec Restopolitan, Klaxoon et le directeur général de Sophie West qui viendra nous expliquer comment il a cajolé les startups dans lesquelles il investit pendant cette période de crise. Florence Daucher, Clock Media, reviendra avec nous sur l'interview de Maison Château-Rouge. Et puis en fin d'émission, nous aurons la chance d'accueillir une galeriste qui travaille entre la France et la Chine et a notamment introduit l'artiste Liu Bolin en France. Magda Danis sera avec nous. Smart Up, c'est parti pour une heure de découverte et on commence avec vous, Olivia, et les 4 chiffres du jour. Bonjour. Bonjour Capucine, bonjour à tous et on commence avec un chiffre relatif au marché de l'emploi. Selon l'OIT, l'Organisation internationale du travail, les heures de travail dans le monde ont diminué de 14% au deuxième trimestre 2020, soit 400 millions d'emplois perdus à cause de la pandémie. De nombreux facteurs seraient à l'origine de ce déclin mondial, le chômage, la réduction du temps de travail et l'inactivité. Et on poursuit avec Netflix, Olivia. Exactement, Capucine. La plateforme s'engage à verser 2% de ses bénéfices dans des institutions financières pour soutenir les communautés noires aux États-Unis. Son engagement initial s'élèvera à 100 millions de dollars selon CNBC. L'initiative survient près de 2 semaines après que le PDG Reed Hastings et son épouse Patty Quillin ont fait don de 120 millions de dollars à des universités et des collèges noirs. Vous nous parlez du cours de l'or à présent. Oui, Capucine, la pandémie de Covid-19 profite plus que jamais. Alors, lundi, le métal jaune s'est échangé à 1 790 $ l'once sur le COMEX, le marché américain des métaux précieux, un niveau jamais atteint depuis 2011. Cette situation devrait encourager les investissements, particulièrement en Afrique. Et on termine avec un dernier chiffre dans le domaine de l'aéronautique. La compagnie aérienne scandinave SAS a convenu d'un plan financier de 1,5 milliard de dollars avec la Suède et le Danemark. Objectif, consolider ses finances pour faire face à l'effondrement du secteur du transport aérien durant la pandémie de Covid-19. Merci beaucoup Olivia, on vous retrouve demain matin. Tout de suite Smart Leader avec Patrice Hutin, c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue Patrice Hutin, merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes le DG de Sophie West, société d'investissement et de participation rattachée au groupe Ouest France. Votre terrain de jeu, c'est donc l'innovation numérique, le capital développement et l'immobilier d'entreprise. Pour résumer, Sophie West a investi dans 15 sociétés et dans 3 fonds d'investissement, dont Klaxoon d'ailleurs qui est avec nous ce matin dans la deuxième partie de l'émission. Parlez-nous des startups. Depuis quand est-ce que vous êtes directeur général de ce fonds? Et parlez-nous des startups dans lesquelles vous avez investi. Très bien. D'abord, merci de votre invitation. Oui, alors vos chiffres sont à peu près exacts. Toute petite nuance, on a investi dans 16 sociétés. 16. Et je crois qu'on en est aujourd'hui à 6 fonds d'investissement. Et on a démarré notre nouvelle stratégie d'investissement en 2016. Et Klaxoon, dont vous parliez, a été la première société dans laquelle on a pris une participation en juin 2016. Et donc, on a une activité qui est quand même relativement intense. Donc, 16 startups, comment est-ce que vous les sélectionnez? Est-ce que vous allez recevoir un nombre de dossiers incalculable? Oui, alors vous me posiez la question depuis quand vous êtes à la tête de Sophie West. Moi, je suis à la tête de Sophie West, en fait, depuis la fin 2016, début 2017.
Et donc, auparavant, je faisais partie du comité d'investissement, mais je n'étais pas opérationnel. Et donc, Sophie West était un acteur relativement peu connu du monde du capital investissement et du venture capital. Et donc, au début, ce n'était pas nous qui trouvions les sociétés, c'était les sociétés qui nous trouvaient. Bon, il se trouve qu'au fil des mois, on a commencé à établir une petite réputation. Et donc, maintenant, on a effectivement la possibilité de sélectionner davantage. On s'est spécialisé plus par la qualité des dossiers qu'on a rencontrés sur les sociétés qui font soit du service, soit des logiciels à destination du B2B. Et maintenant, on nous connaît, on vient nous proposer des choses. Alors, donnez-nous quelques noms d'entreprises dans lesquelles vous avez investi. Alors, on a investi dans Klaxoon, donc vous en parlerez tout à l'heure. On a investi dans une société qui s'appelle S4M, qui est une plateforme digitale de publicité qui est très spécialisée dans le Drive to Store. On a investi dans Clever Connect, qui est une plateforme d'outils RH pour accélérer les processus de recrutement en entreprise. On a investi dans une très belle société que j'aime beaucoup qui s'appelle D-Aim et qui propose des outils d'hyper-personnalisation de la relation client. On a investi... Quel est leur point commun? Parce qu'on ne va pas toutes les cataloguer. Quel est leur point commun? Est-ce que c'est parce qu'elles sont petites, parce que c'est la genèse? Est-ce que c'est au contraire parce que ce sont des scale-up et qu'elles ont des chances d'aller très très loin? C'est probablement dans la dénomination commune un peu entre les deux. C'est-à-dire que ce ne sont pas des sociétés qui sont au stade du seed ou de l'amorçage. Ça, on n'en fait pas en direct. On le fait via un fonds qui s'appelle West Web Valley, qui est basé à Brest. Nous, on s'attache à trouver des sociétés qui ont déjà montré que leur business model fonctionnait, qui sont en phase d'accélération et qui ont besoin d'accompagnement pour cette accélération. Ce n'est pas exactement la dénomination de ce que sont les scale-up aujourd'hui, mais on s'attache quand même à les amener aussi près que possible de la rentabilité et du développement qui ressemble plus à du capital développement. Alors, ce qui est intéressant, Patrice Hutin, c'est que vous n'êtes pas resté les bras croisés pendant cette crise et ce confinement, puisque vous en avez profité pour investir dans différentes startups, vous allez nous le dire, mais vous avez surtout investi dans une late stage startup, donc au business model confirmé. Laquelle et pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous donner son nom? Oui, bien sûr. On a investi dans une société qui s'appelle NeoCase, qui est une société qui propose en mode logiciel un portail de gestion des ressources humaines, à la fois pour les managers et pour les employés de sociétés de taille relativement significative. Et on l'a bien aimé parce que, d'abord, c'est un deal un peu atypique. C'est un refinancement d'une société qui a vocation à être vendue à un horizon relativement court et qui a comme activité des choses qui ressemblent à des choses qu'on a déjà en portefeuille, puisque la gestion des ressources humaines, c'est quelque chose qui nous a occupé déjà pas mal. C'est la 4e société que l'on finance dans ce domaine-là, voire la 5e. Et donc, on aime beaucoup ça. On a eu sur ce plateau quantité d'entreprises qui sont venues nous raconter leur levée de fonds pendant le confinement. Quel est votre regard, vous, d'investisseur? Pourquoi est-ce que c'est le moment, cela peut être le moment idoine pour investir, justement? Alors d'abord, c'est le moment idoine pour investir parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Beaucoup de nos pairs se sont un petit peu mis en attente à cause de ce qui se passait, à cause de la pandémie et de ses effets. Beaucoup se disaient on ne peut pas intervenir aujourd'hui parce que les valorisations sur lesquelles on a commencé à réfléchir, si ça se trouve, ne vaudront plus rien à la sortie de cette période vraiment très difficile. Nous, on a estimé que compte tenu des sujets que traitaient les entreprises dans lesquelles on a investi à ce moment-là, compte tenu de la qualité des équipes qui est quand même primordiale dans les décisions d'investissement, le risque de dégradation était relativement faible. Et donc, on a pu faire 2 investissements de très bonne qualité, un réinvestissement dans une société que l'on accompagnait déjà, et on a signé une lettre d'intention sur une autre société, et on devrait faire le closing d'ici la fin du mois de juillet, vraisemblablement. Comment est-ce que vous avez géré la crise chez Sophie West? Comment est-ce que vous avez aidé vos 16 startups à la traverser, cette crise? Alors, quel type d'outils, de leviers est-ce que vous avez mis en place? Alors d'abord, on n'est pas toujours seul comme investisseur dans les sociétés, donc c'est un effort collectif et ça vaut le coup parce qu'on peut partager des expériences que seul on aurait du mal à accumuler en une période de temps aussi courte. On a parlé la première semaine à nos dirigeants probablement tous les jours ou tous les 2 jours.
La deuxième, la troisième semaine, c'était peut-être toutes les semaines et c'est resté à ce rythme-là pendant pas mal de temps. Et puis, ça s'est passé une fois tous les 15 jours par la suite. Mais en complément de ça, on s'est attaché à mettre en place des choses qui leur permettaient de vérifier qu'ils étaient aussi équipés que possible dans la période. Alors, d'une part, c'était vérifier qu'ils pouvaient profiter de toutes les aides qui étaient mises à leur disposition. Et là, on peut remercier le gouvernement d'avoir réagi très rapidement et avoir mis des choses en place immédiatement. Donc, c'était une aide administrative. Oui, c'était report de charges, report de paiement des charges sociales, c'était bénéficier des modalités d'activité partielle, c'était bénéficier des modalités de financement, que ce soit les PGE ou les PGE-SI, qui étaient mises à disposition par BPI. Donc tout ça, c'était important de valider qu'ils étaient sur la balle et qu'ils prenaient les bonnes dispositions pour pouvoir bénéficier de tout ça. Et puis on a organisé une série de webinars à destination des CEO de nos participations pour qu'ils puissent partager entre eux un certain nombre d'expériences qu'ils avaient vécues et traiter des sujets de court terme et de moyen terme. Est-ce que vous pensez que les crises sont des accélérateurs de transformation? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé dans ces startups? C'est une évidence. C'est d'ailleurs. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour une des startups que vous soutenez? Je vais laisser Mathieu Beuchet parler de Klaxoon tout à l'heure parce que c'est un excellent exemple. C'est vrai. Mais pour parler d'une autre startup, Agorize, qui a des outils qui met à disposition de ses clients des outils d'open innovation, donc pour réaliser des challenges innovation, ils ont été très actifs pendant la période et ça les a aidés à repenser leur business model en trouvant des champs d'application de leur outil auxquels ils n'avaient jamais pensé auparavant. Est-ce que vous voyez avec cette crise de nouveaux marchés émerger? Est-ce que vous vous positionnez déjà un petit peu dessus? Non, alors non. En revanche, ça nous a transformé un petit peu nous-mêmes, puisque on avait déjà un peu dans la tête qu'il était important pour des startups d'avoir très vite une très bonne idée de leur trajectoire d'atteinte de rentabilité. L'arrivée de la crise nous a conforté dans l'idée que c'était non pas quelque chose de souhaitable, mais c'était un impératif catégorique. Et on a vu que celles qui avaient déjà travaillé le sujet ont bien mieux traversé la crise que celles qui n'avaient pas encore pris le sujet à bras-le-corps. Et est-ce que vous avez observé que les plus jeunes étaient peut-être les plus agiles ou les plus anciennes les plus agiles? Non, on n'a pas pu tirer de loi générale là-dessus. On a eu des jeunes qui ont réagi de façon très lente et maladroite. Très intéressant. À l'inverse, des gens qui avaient déjà l'expérience de gestion de société dans des périodes très difficiles, qui eux ont été beaucoup plus réactifs et beaucoup plus tranchants. La quête de sens, elle est omniprésente aujourd'hui dans notre société. Oui. Est-ce que vous observez qu'elle commence à émerger dans les modes d'action et la philosophie des startups? Oui, absolument, mais d'abord c'est quelque chose auquel s'attachent assez naturellement les chefs d'entreprise qui se lancent dans l'aventure de création d'une start-up. Ils ont je dirais une espèce d'ambition de transformation de quelque chose. Et c'est quelque chose qui les anime et qu'ils essayent de faire passer dans leurs équipes. Mais je crois qu'en complément de ça, aujourd'hui, les générations qui sont sur le marché du travail aujourd'hui et qui intéressent principalement les startups, ce sont effectivement les millennials et les post-millennials. Et toutes les enquêtes qui ont été faites sur le sujet montrent que ce sont des gens qui effectivement sont attachés à des valeurs fortes et sont en quête de sens dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle. Quelle est l'importance que vous accordez à la dimension humaine, à la dimension sociétale? Alors, la baseline de Sophie West, c'est humain et capital, et on met l'humain avant le capital, parce que le capital est très facilement disponible. Mais encore plus aujourd'hui? Mais aujourd'hui, alors oui, je vous disais tout à l'heure qu'on a accéléré notre réflexion. Depuis le début de la crise, on travaille à une charte dite ESG, donc environnement, social et gouvernance, que l'on va proposer à nos actionnaires au mois de début octobre. C'est quelque chose qu'on avait dans l'idée et on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui devenait absolument indispensable si on voulait pouvoir continuer à avoir une relation intelligente avec les sociétés qu'on accompagne. Et partie du projet que l'on a, donc, c'est de mettre dans chacune des sociétés qu'on accompagne une feuille de route ESG ou RSE
bien évidemment sur la base du volontariat, mais on va peser aussi fort que l'on peut dans cette direction-là pour que toutes les sociétés prennent conscience que c'est quelque chose qui leur incombe et pas simplement, je dirais, de vivre une vie de business simple et de bon goût. Est-ce que vous intégrez qu'un investisseur comme vous a un rôle à jouer dans les mutations de notre société ? Nous, on le fait très humblement, si vous voulez. En toute humilité, mais est-ce oui. que vous en avez conscience ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Les sociétés, je reviens à la question que vous me posiez tout à l'heure sur les sociétés qu'on cible. On cible des sociétés qui ont un pouvoir de transformation. Parce que c'est quelque chose qu'on a mal vécu. Vous savez, le groupe SIPA Ouest France, dont vous parliez tout à l'heure, c'est un groupe de presse qui a vécu la mutation digitale plutôt comme suiveur que comme leader, avec beaucoup de conséquences qui auraient pu être des conséquences désastreuses. Donc on essaye d'une certaine manière de rattraper le retard au travers des investissements qu'on réalise. Dernière question, Patrice Hutin, est-ce que vous avez profité de cette crise pour prendre un peu de recul sur vos investissements et sur votre stratégie ? Absolument. Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, c'est des choses qu'on avait déjà un petit peu en tête, mais qui ont été accélérées par la crise. Financer des sociétés qui ont des profils de perte trop importants et qui se traînent trop long dans le temps. Vous parliez de Uber tout à l'heure, par exemple. On ne veut pas financer des sociétés comme ça. Donc nous, on avait comme idée qu'il fallait que les sociétés aient la préoccupation de devenir rentables. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Et on va transformer notre prochaine poche d'investissement, on va la dédier aux sociétés tout proches de la rentabilité ou déjà rentables pour les accompagner sur des périodes de temps très longues. Merci beaucoup Patrice Hutin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Sophie West. Merci d'être venu nous voir. On enchaîne tout de suite avec Smart Tomorrow. Merci. Et on poursuit tout de suite avec SmartView, avec vous, Mathieu Beuchet, fondateur et CEO de l'entreprise Klaxoon. Et vous, Stéphanie Pellapra, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Restopolitane, une aventure qui a commencé il y a une dizaine d'années. On commence avec toi, Gus, et avec cette espèce cet exercice de prospective. Je rappelle que tu es fondateur du cabinet de conseil en stratégie Circle, et on va parler de l'épargne de demain. À quoi elle va ressembler, cette épargne ? Est-ce qu'elle risque d'être un peu Tout à fait. Donc, je le rappelle, comme à chaque fois, on fait ça avec beaucoup d'humilité parce qu'on n'est pas en mesure de prédire l'avenir, mais on peut essayer d'imaginer un peu ce qui pourrait se passer sur l'épargne. Et sur l'épargne, vu ce qu'on a comme crise là maintenant et le besoin de proximité sur son investissement, il y a peut-être des choses qui vont se passer, et notamment au niveau de toute la partie non cotée. Quand je dis nous coter, on en parlait tout à l'heure, le coté, c'est pas uniquement les gens qui boursicotent. Hein. Si tu peux donner ton argent à ton banquier et il va le gérer pour toi. Le besoin de mettre de l'argent dans des choses qui sont tangibles, typiquement avec les deux invités ici, se dire moi j'ai mis mon argent là et je vois pourquoi je l'ai utilisé, c'est quelque chose qui va sans doute prendre de l'essor dans les années à venir et même être dans des choses beaucoup plus granulaires que des startups comme ceux-là, mais des choses encore plus proches. Donc on le voit par exemple avec l'investissement collaboratif, Ulule par exemple. Exactement. C'est le besoin de se dire je collabore à l'économie et je vois ce que je fais. Donc ça, ce sont sans doute des choses qui vont... les plateformes comme Ulule ont eu beaucoup de mal à démarrer par rapport à... Et maintenant, on ne parle que d'elles. Et maintenant, on parle que d'elles, exactement. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais c'est sans doute un vent assez positif pour ce genre de plateforme. Ça, c'est une chose. Il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est l'aspect immobilier, qui aujourd'hui est dans les grandes villes à un niveau un peu trop élevé. Il y aura quand même un besoin d'investir dans de la brique et dans du solide, et que le marché immobilier à l'extérieur des grandes villes est sans doute quelque chose qui va prendre un peu d'essor, et que du coup, tout un marché qui va se structurer là-dessus pour avoir un service clé en main. C'est-à-dire que si moi j'ai envie d'acheter, investir dans l'immobilier à l'extérieur de la ville, je ne vais pas pouvoir aller gérer mon appartement ni quoi que ce soit. Donc avoir des plateformes ou des services qui te gèrent l'entièreté de ton investissement, mais tu continues à investir dans de la brique et tu as ton appart avec tes clés. Donc ça, c'est dans le non-coté, ce sont des choses qu'on pourrait voir arriver. Il y a, après, il y a le coté. Forcément, on va pas en sortir du tout. Hein. Ça reste la majorité des investissements. Et là-dedans, il y a... très sans doute un vent de protectionnisme qui va se passer, le besoin d'investir... Quel horizon alors ? Déjà maintenant, le besoin de se dire, si j'investis, que je prends des risques et que je mets ça en bourse et que je demande à mon banquier, je vais demander à mon banquier, essayez de vous arranger pour trouver quelque chose d'un peu français, en tout cas un peu d'européen. C'est ce truc de dire,
maintenant aller aider toutes les économies à gauche et à droite, il y aura un besoin de protectionnisme en fait, le protectionnisme va rapporter de la sécurité. Et donc, cet aspect-là est sans doute quelque chose que les banques sont déjà en train de regarder. Comment est-ce qu'on va pouvoir offrir plus de protectionnisme dans l'investissement? Et il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est l'aspect RSE. L'aspect RSE qui est aujourd'hui, qui était en fait, il faut savoir que c'est les fonds qui ont le mieux fonctionné pendant la crise et avant la crise. C'est des fonds qui ont encore des croissances importantes versus les autres. Et à côté de ça, en plus, il est important de voir par exemple un acteur comme BlackRock, qui est le fonds d'investissement que tout le monde connaît, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui a investi récemment récemment, il y a un peu plus d'un an, dans une boîte de cotation, de notation, uniquement RSE. Donc la notation, c'est pour savoir si tu sais payer tes impôts et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que tu veux dire, est-ce que ma boîte est solide ou pas? Et ben là, je regarde pas du tout les chiffres, je regarde uniquement la RSE. Et donc, c'est le fait que BlackRock investisse là-dedans, on pourrait commencer à voir apparaître des labels qui montrent que les entreprises sont bonnes. On a vu Danone il y a 3 jours qui est arrivé comme société à, je ne sais plus comment on l'appelait, société à mission. Merci. Société à mission. Eh ben, sont des labels qui vont sans doute apparaître de plus en plus, et les gens vont être de plus en plus friands et regardants sur ce genre de choses-là. Donc voilà un peu ce qu'on pourrait imaginer dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup Gus, tu restes évidemment avec nous. On en vient à vous, Mathieu Beuchet, je le disais, fondateur et patron de l'entreprise Klaxoon, qui fait partie du Next 40. 240 collaborateurs basés à Rennes, Lyon, Paris, Boston et New York. On va essayer de comprendre un peu plus tard pourquoi Boston. Une solution innovante qui est utilisée dans 120 pays. 3000 clients, une levée de fonds de 50 millions d'euros en 2018 et un chiffre d'affaires. Alors là, on commence par ça. On n'a pas le droit de le connaître. Ça commence très bien. Pourquoi ne pas divulguer votre chiffre d'affaires? Parce que moi, j'aimerais bien le connaître. Alors, on a longtemps communiqué dessus. Jusqu'au 9e mois de la société, on avait à l'époque réussi à générer 1 million d'euros de revenus en 9 mois. Et on commençait à ce moment-là à internationaliser notre produit, puisqu'on était présent déjà aux États-Unis sur des salons, à défendre notre innovation. Et on a eu très vite un retour qui était « mais pourquoi vous donnez autant d'informations? Attention, le marché anglo-saxon ou américain n'est pas aussi partageur en termes de data. » Et c'est vrai qu'on a commencé à regarder ce qui se passait. Et je vais prendre des exemples récents de grands acteurs de logiciels américains, mais tant qu'on n'est pas entré en bourse aux États-Unis, il n'y a pas de data. Donc nous, on s'est mis cette bonne règle de gestion de effectivement conserver ces informations qui n'intéressent pas. C'est une forme de protection en fait pour vous. Tout à fait. À l'échelle internationale. Alors parlez-nous de votre solution qui allie donc un module de brainstorming qui permet d'engager tout le monde. C'est ce que vous dites. Pourquoi? Alors notre sujet, c'est la réunion. Et c'est un sujet majeur. Les entreprises ou les organisations, vous avez des réunions partout, à peu près 30 à 40% du temps passé à essayer de se synchroniser. Et ce temps-là, on estime qu'il y a des gains de productivité majeurs, à commencer par essayer de faire participer tout le monde. Quand on fait des sondages sortis de réunions, ce qu'on entend, c'est ça dure trop longtemps, 1h30 en moyenne, alors qu'idéal, c'est moins de 30 minutes. On entend aussi, j'ai pas pu m'exprimer. 80% des gens en réunion estiment ne pas avoir pu exprimer leur point de vue. Donc, rien que sur ces 2 points-là, on va travailler et on va permettre, à travers notre solution, qui est une application qu'on va utiliser depuis n'importe quel ordinateur, téléphone, n'importe quel device, on va pouvoir participer tous ensemble en même temps à un débat, et ça prend la forme d'un tableau blanc digital sur lequel l'information va être partagée de manière très visuelle. Ce qui surprend beaucoup dans nos réunions, c'est qu'on va pouvoir parler tous en même temps. On pose une question, et c'est pas la façon dont vous allez exprimer votre idée qui compte, c'est déjà qu'elles arrivent toutes en même temps, dans un délai qui est très court et qui va plus correspondre au temps d'écoute qu'on sait très, très réduit. C'est 15 minutes max. Au bout de 15 minutes dans une réunion, vous avez perdu de toute façon l'écoute de l'Assemblée. Donc on imagine que vous avez explosé pendant le confinement. Tout à fait, parce que ça fonctionne bien en salle et également à distance. L'idée, c'est de réconcilier à la fois ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer dans la salle, ceux qui n'ont pas le temps de s'exprimer, ceux qui sont aussi absents. 9 réunions sur 10 aujourd'hui se font avec au moins un absent. Alors évidemment, dans le contexte du télétravail, il faut réussir à trouver une façon de synchroniser. La visio ne suffit pas. On a vu beaucoup d'équipes se précipiter vers nos solutions, à peu près 5 fois plus qu'en temps normal, parce que ce moment, évidemment, notre challenge sur la partie synchronisation, comment se comprendre quand on n'est pas au même endroit, ça suppose de changer de méthode et c'est ce qu'on propose. Votre business model, c'est donc l'abonnement? Tout à fait. On s'abonne par utilisateur. Si vous souhaitez faire une réunion demain avec Klaxoon, il faut avoir une licence Klaxoon à partir de 19 €.
19 €. L'abonnement, c'est aussi votre business model, Stéphanie Pellapra. Je reviens sur cette belle histoire qui a débuté en 2007 avec une levée de fonds quelques années plus tard, je crois en 2010, je crois, auprès de Xavier Niel. Restopolitan propose donc un abonnement qui permet aux clients ou aux membres, comme vous les appelez, d'avoir un repas offert sur son addition. Vous avez aujourd'hui vous faites un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros. Vous avez 7 collaborateurs, 350 000 membres et une présence en France, en Espagne, en Italie. Pourquoi l'abonnement? Comment est-ce que ça fonctionne exactement? Alors, l'idée pour nous, c'est donc en effet de permettre à ce qu'on appelle nos membres, donc l'utilisateur final, de bénéficier de ces fameux repas offerts au restaurant. C'est un membre et pas un client, c'est important. Exactement, parce que nous, en fait, l'offre, nous la distribuons, ce qu'on appelle les clients chez nous sont les entreprises. Parce qu'on la distribue principalement en B2B, d'une part pour des incentives marketing. Donc une entreprise ou une marque va l'offrir à ses clients pour la remercier d'être arrivée, pour la fidélisation, etc. etc. Donc c'est du data catching, du drive to store. On a plein de mécaniques différentes qui ont été mises en place. Et l'invitation au restaurant sert d'incentive marketing ou alors pour les collaborateurs directement. Et donc ce sont les entreprises qui sont nos clientes. À 80%. À 80%, oui, exactement. Et après, l'utilisateur qui va faire sa réservation, on l'appelle chez nous un membre. Voilà. Et les restaurants, c'est la partie supply chez nous, c'est ce qui constitue l'offre. Alors avec ce confinement et évidemment les restaurants qui ont fermé, comment est-ce que vous avez vécu cette crise? J'imagine que le chiffre d'affaires a été très 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 atteint. Alors en effet, le chiffre d'affaires pour nous a été impacté parce que ça a été 3 mois avec 0 € de chiffre d'affaires. Comment on fait pour tenir dans une période comme celle-là, même si vous avez 13 ans d'existence? Alors en effet, on a la chance d'avoir une structure qui est solide et une société qui est rentable depuis plusieurs années. Donc en effet, ça aide à passer cette partie-là, premier point. Et on a découpé, entre guillemets, le confinement en deux parties. Notre premier sujet, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut accompagner nos restaurants partenaires pour traverser cette crise. Donc on s'est transformé, entre guillemets, un peu en assistant administratif pour les restaurants, en leur faisant les modèles de courrier, en les accompagnant sur toutes les aides qui étaient à leur disposition, etc. Et comme la France a un marché qui est très éclaté pour la partie restauration, donc sont très peu de grands groupes. Donc on les a accompagnés sur cette partie-là. Et ensuite, après, on a organisé avec eux plusieurs Zooms. On avait appelé ça des cafés virtuels. Donc avec à chaque fois une dizaine de restaurateurs pour échanger avec eux sur leur stress, pour qu'eux-mêmes puissent échanger entre eux. Et une de leurs principales problématiques, c'était la gestion de la sécurité des salariés et des clients. Et donc ils nous disaient comment est-ce qu'on peut s'équiper. Et comme c'est vrai qu'on a une équipe de moins de 10 personnes, on a cette agilité que des grands groupes n'ont pas forcément. On a monté en 10 jours Clean Kit, donc Clean avec un K, Clean Kit, qui était en fait un kit, et qui est toujours d'ailleurs, pour réouvrir son commerce ou son restaurant. Et donc ça a été notre manière d'aider les restaurateurs pour la réouverture. Pas mal, pas mal. Et sur vous avez un business model qui est plus ou moins similaire, hein, c'est basé sur l'abonnement. De ton côté, l'acteur qui est le plus évident, c'est Slack qui est un peu pendant. Microsoft Teams. Microsoft Teams. Un très beau partenariat. Tout à fait. Avec qui vous avez fait un partenariat. Est-ce que des acteurs comme ça, tu les vois comme des concurrents, ou bien c'est plutôt justement, je vais essayer de faire un partenariat, parce que avoir 36 outils comme ça en entreprise, il y en a beaucoup. Alors visiblement, tu as l'air de percer, donc c'est top. Mais est-ce que avoir un outil de plus, c'est pas rajouter de la pénibilité? Alors effectivement, on rentre dans un monde où il faut savoir s'interopérer. On observe que chaque entreprise a un peu son dogme, ses outils, son historique aussi. On va à un moment donné de son entreprise, de sa vie, choisir un outil, y investir du temps, de l'argent. Donc on constate qu'il n'y a pas de règles. Il y a évidemment quelques outils standards qui ressortent, 3, 4, 5, qui sortent du lot, qui sont assez universels. Et c'est dans cette catégorie-là qu'on candidate, nous, de dire que la réunion est un sujet universel sur lequel il n'y a pas de solution aujourd'hui existante. Et quand vous allez en réunion, à part des solutions d'audio, de visio, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, vous n'avez pas de solution pour vous aider à être plus efficace dans l'échange en réunion. Donc c'est là-dessus qu'on estime, nous, qu'il y a une place à prendre sur le marché. Et ces acteurs, vous avez cité Microsoft Teams, on pourrait citer SAP, on pourrait citer Salesforce, on pourrait citer tous les outils métiers qui existent depuis des décennies. Mais il faut savoir maintenant s'interopérer pour que pour l'utilisateur final ou l'entreprise, elle puisse dessiner l'environnement de travail idéal. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui arriver, c'est que finalement, il y a de la place un peu pour tout le monde. À savoir, par contre, qu'il faut avoir sur un sujet bien précis, une vraie capacité à faire la différence. Il y a un vrai sujet de spécialiste. Et c'est notre cas, on est spécialiste de cette séquence
de travail en équipe, réunion, workshop, sur lequel les solutions existantes peuvent vous permettre de vous connecter en réunion, mais ne vont pas vous aider à être plus efficace. Et le partenariat, le partenariat avec Microsoft Teams, par exemple, ça consiste en quoi? Alors, il y a à peu près 1 an et demi maintenant, on a eu le plaisir d'avoir nos clients qui sont pour 50% des grands comptes et 50% TPE, PME, mais là, c'est côté grands comptes que ça s'est passé. Ces clients-là ont été répétés apparemment plusieurs fois à Microsoft qu'ils utilisent un nouvel outil en réunion qui s'appelle Klaxoon. Et Microsoft, évidemment, avec Teams, fait une très belle percée sur le marché. Aujourd'hui, ils ont près de 80% des grandes entreprises et sont venus tout simplement frapper à la porte. C'est le géant qui est venu nous rencontrer. Et côté produit, directement à Seattle, aux États-Unis, en disant, écoutez, on est intéressé pour interopérer nos outils. Et donc, comment ça se passe ? En réunion, on peut passer de Teams directement à Klaxoon. Donc Teams, qui est l'outil de collaboration du quotidien. On peut directement lancer un tableau blanc Klaxoon, se synchroniser, revenir dans son flux de manière très naturelle. Et ça t'a apporté des clients ou c'était juste le partenariat technique? Toi, en termes de business, qu'est-ce que ça t'a... Alors ça apporte plusieurs choses. Déjà, d'un côté standard, je l'évoquais tout à l'heure, la clé de ces marchés-là, c'est de devenir une référence pour qu'on puisse avoir une communauté significative. Donc aujourd'hui, c'est plusieurs millions d'utilisateurs chez Klaxoon. Et avoir le géant ou le champion historique des outils de productivité d'entreprise qui est Microsoft, on parle d'une des plus belles réussites B2B des 30 dernières années, avoir cet acteur qui fait un peu figure de référence, qui dit effectivement il y a un sujet et pour dynamiser les réunions, on pense que Klaxoon est un bel outil, ça a été déjà un sujet d'information sur le marché. Et puis ensuite, oui, des clients. On reste aux États-Unis parce que vous êtes très présent sur place. On a dit que vous aviez des collaborateurs à New York, mais aussi à Boston. Comment est-ce que vous êtes arrivé là? Il y a pas mal d'entreprises du Fortune 500 qui sont équipées de vos produits. Comment est-ce que vous avez fait votre chemin là-bas? On revient à l'histoire au départ. On va très vite défendre notre idée à l'international. On va candidater à des salons. Et puis finalement, on va avoir très vite des prix, notamment à Las Vegas. Ah oui, c'est CES de Las Vegas. Et puis on va rencontrer le monde entier là-bas. Ça va se faire comme ça. On va rencontrer du monde. On va aussi recruter des talents aux États-Unis. Et puis au fur et à mesure, ça se fait finalement très rapidement. Des outils tech comme ça, web, se déploient à la fois emmenés par nos clients et avec ces contacts qu'on a pu nouer à droite et à gauche. C'est parti. Et toi, ton internationalisation, tu l'as fait comment du coup? Nous, on l'a fait en croissance externe. On avait fait le choix, comme la partie supply, recruter les restaurants, c'est un vrai sujet. On est parti du principe que ça valait le coup de travailler avec des entreprises qui étaient déjà installées localement et qui connaissaient très bien le tissu local sur les restos. Donc aussi bien pour l'Espagne que pour l'Italie, on a fait des build-up et on a racheté des entreprises. Boîtes qui faisaient la même chose que toi? Qui étaient déjà présentes dans le secteur de la restauration, qui travaillaient ou sur la partie résa, tout court, ou alors sur la partie réduction, mais pas ficelée de la même manière que nous, qui avaient un petit peu de mal à trouver leur marché. Et donc, plug and play, on a dupliqué notre modèle. Je reviens sur le confinement. Est-ce que les attentes des clients ont évolué pendant le confinement? Est-ce que la réunion, elle a évolué? Est-ce qu'elle a été différente? Et est-ce que la crise a été une opportunité pour vous? Je crois savoir que vous avez proposé vos solutions gratuitement. Tout à fait. C'était quand même assez audacieux, voire kamikaze. Oui, alors on a tous vu que c'était un moment un peu difficile. Donc quand ça commence, déjà on voit beaucoup de clients venir vers nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de pub particulière, on n'a pas dit écoutez, on va faire une opération gratuite. Ça a commencé avec un flux de demandes d'équipement. Donc le sujet, ce qui est assez intéressant, c'est que ce sujet de la réunion, c'était votre première question, ça fait donc 5 ans qu'on existe. Et depuis 5 ans, on pitch, on évangélise, on explique l'intérêt de changer sa façon de faire des réunions. Parce qu'encore une fois, d'un côté, il y a le constat, tout le monde est d'accord pour dire que ça ne va pas. Mais changer ses réunions, ça peut paraître un sujet qu'on verra demain, plus tard. Et là, tout d'un coup, on a vu que finalement, ce sujet était assez bien connu, que la plupart des utilisateurs qui n'avaient pas encore peut-être passé le step de s'équiper étaient bien au courant de ces outils. Et je pense que c'est assez vrai pour pas mal de sujets. On faisait partie de ceux qui étaient transformation complexe, longue, catégorisée comme longue à mettre en œuvre. Et là, on a vu beaucoup d'utilisateurs venir vers nous, s'équiper en quelques jours et se rendre compte, et c'est les feedbacks qu'ils nous font aujourd'hui, que finalement, c'est pas compliqué de changer beaucoup de choses en peu de temps. Évidemment, on a changé de mode de travail, tous. Et on fait partie de ces changements profonds qui vont avoir lieu maintenant, avec des entreprises qui, depuis quelques années, repoussaient des fois des changements, et on en fait partie à plus tard. La fameuse procrastination, ça existe. Les barrières mentales, ça existe en entreprise. On s'est tous fixé des barrières à droite et à gauche. Je pense que là, on a tous pris un coup assez vivifiant sur le côté... quand on n'a pas le choix, on se transforme très très vite. C'est ce qu'on observe dans les entreprises qui, déjà, n'ont pas eu le choix. Évidemment, ont changé leur mode de synchronisation. Et aujourd'hui, au moment où les choses redeviennent un peu plus normales, maintiennent des choses qui sont pourtant très récentes. Mais là, je parle de rythmes de synchronisation qui sont beaucoup plus élevés. C'est des entreprises qui maintenant font des réunions à l'échelle de la semaine au minimum, voire de la journée. Chose qu'on n'observait pas auparavant. Donc on conseille ça évidemment, parce qu'à l'échelle de la journée, vous faites des points de 15 minutes, très courts,
Ça vous évite de partir sur des grandes réunions à l'échelle de la semaine ou du mois qui sont alors absolument inefficaces. Et donc ça, on appelle ça des daily ou des weekly, donc des réunions hebdomadaires ou des réunions journalières. Et c'est extrêmement efficace pour partager l'information qui peut paraître informelle, mais qui vous récupère. Et sur ta pricing stratégie à la base, est-ce que tu as essayé de comprendre le gain d'efficacité, le gain que tes clients peuvent avoir pour mettre un prix dessus, ou tu l'as sorti comment ton prix ? Alors, on va le prendre différemment. C'est quel budget sont prêts à dépenser les entreprises sur un outil collaboratif. On est quand même. Parce que 19 €, c'est pas très cher. Non, c'est pas très cher. Mais ils en ont beaucoup. Non, sauf que quand on en vend beaucoup, ça peut devenir beaucoup. Le sujet, c'est surtout, on a face à nous des utilisateurs qui, à ce stade, ont, comme tu l'as dit tout à l'heure, pas mal d'outils disponibles. Il ne s'agissait pas de leur montrer qu'on était un outil de niche extrêmement cher, parce que les outils spécialistes d'efficacité, il y en a beaucoup, extrêmement chers, encore une fois, des outils destinés à 2-3 experts dans l'entreprise. Et justement, notre philosophie, c'est de se dire que c'est un sujet qui concerne tous les membres de l'équipe. Donc, c'est un outil qui est accessible à toute l'entreprise. Et dans cette zone-là, vos prix sont forcément à l'échelle de quelques dizaines d'euros par mois. Sinon, vous ne pouvez pas candidater. On ne peut pas imaginer qu'on va ajouter 100, 200, 300 € par personne dans l'ensemble d'une organisation. Stéphanie Pellapra, est-ce que vous avez profité de cette crise, de ce confinement, pour faire le point avec vos équipes, pour réfléchir au monde de demain ? Et est-ce que la gratuité d'un repas, c'est vraiment le monde de demain ? Alors, je pense que pour tout le monde, il y a eu une espèce de remise en question de la manière de travailler, la manière de vivre, une remise en question un peu générale. Et on s'est tous rendu compte que la quête de sens, ça restait un vrai sujet. Donc, aussi bien pour les collaborateurs en interne que dans leur vie perso. Dans la relation que nous, on a avec nos restaurants partenaires, ils ont un vrai besoin, surtout en ce moment, de driver du trafic. Donc c'est un vrai sujet, pas à n'importe quel prix. Donc le fait qu'on prenne aucune commission, qu'on dévalorise pas l'image, c'est important pour eux. Et nous, la quête de sens qu'on a trouvée et comment on a réussi à répondre à ce besoin-là, c'était en les accompagnant sur la gestion de la crise. Et donc de réussir à se diversifier. De mettre de l'humain, en fait. Oui, exactement. De remettre de l'humain, accompagner sur des vraies problématiques et être capable d'avoir cette agilité de lancement de produits, d'adaptabilité par rapport à un instant T. Merci beaucoup à tous les deux. Mathieu Beuchet, fondateur et patron de l'entreprise Klaxoon, basée, je ne l'ai pas dit, à Rennes. Je ne l'ai pas dit, je le dis. Et Stéphanie Pellapra, fondatrice de Restopolitane. Merci Gus d'être venu nous voir ce mercredi matin. On se revoit la semaine prochaine. Exactement. On marque une petite pause et on se retrouve juste après. Et toujours des histoires d'entrepreneurs dans Smart Up, dans cette matinale. Magda Danis, galeriste à Paris, Shanghai et Londres, est avec nous ce matin. On parlera de l'impact de la crise sur votre business, évidemment. Mais Smart Fresh, d'abord avec vous, Florence Daucher. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Clock Media. Clock Media, nouveau média digital. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est Clock Media ? Bonjour Capucine, bonjour à tous et à toutes. Clock Media, c'est un média qui a pour vocation de mettre en avant les entrepreneurs à impact social ou environnemental, c'est-à-dire des personnes qui conçoivent leur entreprise avec déjà à l'origine cette volonté d'agir sur la société, encore une fois, à travers cette entreprise. Donc ça, c'est l'idée. Et évidemment, c'est de rendre compte aussi de cette vitalité. Et à chaque fois que je regarde Bismart, je me dis, mais que d'entrepreneurs quand même. Quelle énergie. Quelle énergie chez ces personnes, parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même, voilà, c'est entreprendre, c'est faire, et c'est aller vers le risque aussi. Et donc l'idée, c'était de montrer cette France qui se bouge, qui prend des risques, qui s'anime et qui distille une énergie que je trouve extrêmement communicative. Donc vous faites des interviews qui sont diffusées sur Clock Media. Absolument, sur Instagram et sur Facebook. Et donc vous nous parlez aujourd'hui d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse, je ne sais pas encore, qui vous a un peu bouleversé, que vous avez rencontré et qui exerce dans le milieu de la mode. Il y a des enjeux très stratégiques dans la mode en ce moment. Absolument, il y a des enjeux très importants dans la mode depuis quelque temps. Et quand j'écoutais le début de l'émission, tout le monde parle aujourd'hui de la quête de sens, de l'impact. C'est le sujet de l'émission aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans la mode, c'est que la mode est souvent précurseur, c'est-à-dire que la mode va capter les tendances, donc elle est une sorte de tête de pont de ce qui émerge, et ce qui s'y passe donc est très intéressant parce que les enjeux de la mode aujourd'hui sont liés déjà à l'environnement, c'est-à-dire que la mode, créer des vêtements, a un coût pollution absolument colossal. Il faut 200 litres pour fabriquer un jean.
On jette les jeans, on les utilise pas, etc. Mais c'est quand même 200 litres d'eau, un jean. Et puis, depuis la catastrophe de Bhopal, vous vous souvenez, cet incendie sur cette usine de confection de vêtements, le consommateur, le client aussi a pris conscience qu'il fallait peut-être s'interroger sur la manière dont étaient fabriqués ces vêtements. Donc, dans quelles conditions, avec qui, avec des enfants ou pas d'enfants, etc. Donc, la mode, effectivement, cherche des solutions. Et c'est ce que fait Youssouf Fofana, dont je vais vous parler aujourd'hui, qui a créé une maison qui s'appelle Maison Château-Rouge. Maison Château-Rouge. Alors, Maison Château-Rouge, c'est le nom d'une station de métro dans le 18e, à Paris. Château-Rouge. Château-Rouge, Château-Rouge, absolument, oui. Château-Rouge. Et il a l'idée de créer cette maison de confection de vêtements avec derrière une autre idée qui est de fonder une association qui s'appelle les Oiseaux Migrateurs. Il va se servir de cette première entreprise qui est donc Maison Château-Rouge, maison de vêtements, pour financer les oiseaux migrateurs. Alors, je vais dire ce que c'est que maintenant le type de vêtements de Maison Château-Rouge. C'est du streetwear, c'est urbain, ça mélange et conjugue les codes de la culture africaine, mais aussi les codes parisiens, parce qu'il est parisien. Et puis, les oiseaux migrateurs, c'est une association qui a pour but de stimuler, de développer l'entrepreneuriat sur le sol africain. Pourquoi ? Parce que Youssouf Fofana observe cette situation, c'est-à-dire qu'on extrait les matières premières de l'Afrique, elles ne sont pas transformées en Afrique, elles sont transformées à l'extérieur, hors du sol africain, hors du continent, et elles reviennent en Afrique sous forme de produits manufacturés, transformés, donc, et vendus à prix élevé. Lui se dit, le seul moyen de créer de l'emploi en Afrique, c'est évidemment de créer des entreprises, mais ces entreprises liées au secteur secondaire, c'est-à-dire au secteur de transformation. Mais on a le droit de le voir ou de l'entendre, ce monsieur, ou pas ? On y va. Alors, je m'appelle Youssouf Fofana, je suis le cofondateur des Oiseaux Migrateurs et de Maison Château-Rouge. Aujourd'hui, si on est capable d'acheter un t-shirt 3 € à Paris, c'est qu'au bout du monde, il y a quelqu'un qui l'a fabriqué et qui n'a pas gagné d'argent, en tout cas pas suffisamment pour pouvoir vivre correctement. C'est pour ça que lorsqu'on crée des entreprises, on crée des entreprises avec une envie, avec des entreprises responsables, éthiques, et qui derrière ont une action sur la société qui est plus forte, parce qu'on est conscient du pouvoir des entreprises pour changer les choses. On a créé une boisson qui s'appelle Bana Bana, qui est entièrement produit au Sénégal. On travaille avec des coopératives. Il y a 300 femmes dans les régions de Thiès et Kaolack qui réalisent la cueillette des fleurs d'hibiscus. Ensuite, c'est transformé, embouteillé à Dakar par une PME de 12 employés. Je me bats pour permettre à des gens en fait, d'être dignes. Ça passe par les oiseaux migrateurs, ça passe par la marque Maison Château-Rouge, ça passe par tout ça parce que finalement, en fait, aujourd'hui, on peut faire de la politique en créant une entreprise. Alors, une des caractéristiques aussi de Maison Château-Rouge et de Youssouf Fofana, c'est qu'il a rencontré un grand succès avec ses collections de vêtements. Il y avait des distributeurs qui voulaient évidemment vendre ses produits. Et à un moment, il a dit, non, on arrête tout. Moi, je ne veux pas être dans la folie des collections, c'est-à-dire la folie des collections, la folie des productions, la folie de, etc. On arrête le rythme. Il est revenu à un système de vente via son site, donc digital, ou également dans la boutique rue Meira, dans le 18e, ça c'est trop marrant parce qu'il y a des Japonais qui arrivent rue Meira, donc il y a un petit choc de civilisation qui est absolument génial. Du coup, il s'est réattribué le rythme de la production, de collection, ce que fait maintenant font les grandes marques de mode, c'est-à-dire Gucci dit on arrête les défilés. C'est vrai. Le Vuitton a dit on arrête les défilés, etc. Donc les grandes maisons, Il a été avant-gardiste. c'est voilà, le propre de ces petites structures dans la mode. Être avant-gardiste. Merci beaucoup, Florence Daucher. Vous restez avec nous, évidemment. Être avant-gardiste dans le domaine de l'art, on en parle tout de suite avec vous, Magda Danis. Vous êtes fondatrice de la galerie d'art éponyme. Merci d'être venue nous voir. Comment une galerie comme la vôtre, je l'ai dit, qui a son périmètre d'activité entre Paris, Londres et surtout Shanghai, a-t-elle vécu une crise comme celle-là ? Alors ça a été, j'ai vécu les 3 confinements, mais en décalé. Oui, donc, ça a été un challenge, autant humain, auquel on a tous fait face, ensuite organisationnel en tant qu'entrepreneur avec 3 équipes sur des time zones différentes et avec une gestion de la crise décalée. Et en même temps, ça a été génial parce qu'on a tous appris des chutes et des moments où on se relève les uns des autres avec ces décalages. Paradoxalement, ça a beaucoup resserré les équipes, alors qu'elles sont loin. Il y a 10 000 kilomètres en fait entre Paris et Shanghai, donc c'est compliqué, c'est des cultures très différentes, il n'y a pas que les kilomètres. Et là, on s'est tous ressoudés, on a dit ok, on se comprend peut-être pas toujours en termes d'organisation, mais là, on est face à un truc commun. Concrètement, en termes de business,
Quelles ont été les conséquences? Alors les conséquences très court terme, fermeture, comme tout le monde, énorme inquiétude. Je fais aussi partie du board du comité des galeries d'art, donc on a étudié à fond notre profession pendant le confinement pour se rendre compte qu'on était hyper fragile, en France mais comme ailleurs, qu'on dépend d'énormément de gens, mais qu'on en fait vivre aussi beaucoup. Des milliers d'artistes, des milliers d'encadreurs, de tireurs de photos, des gens qui organisent des salons, qui aujourd'hui n'ont pas le droit de réouvrir. Et puis nous, on est le client final quelque part, parce que c'est nous qui payons les stands pour participer là. Donc tout cet écosystème est super challengé. Alors, on a d'abord pris un énorme coup de bambou. On s'est dit, c'est voilà, comme tout le monde. Et puis là, assez rapidement, on s'est organisé de façon très solidaire, ce qui n'est peut-être pas la caractéristique principale de notre métier. Et un peu comme dans la mode, où il y a quand même pas mal d'individualité et de concurrence. Et bien là, ça a été étonnant, parce que justement, la solidarité a joué à plein tube. Le fait que l'épicentre de la crise soit la Chine et que vous ayez une galerie à Shanghai, est-ce que ça a joué en votre défaveur? Alors, non, pas Pas défaveur. plus que Il y avait juste ce mois d'avance, quelque part, qui vous a peut-être permis d'anticiper davantage sur ce qui allait se passer en France? D'anticiper ce qui allait se passer, de me sentir plus active aussi, mais sur des questions plus personnelles. Essayons de trouver, avec des groupements d'amis, des masques pour la France, parce qu'on en a envoyé en Chine avant. Donc, comment on s'organise, tout ça, c'est des questions qu'on connaissait un petit peu déjà. Et surtout, avoir cet espoir que ça allait se terminer, ce confinement. Donc un basculement vers le digital pour les ventes d'œuvres d'art? Alors pour les ventes, non. On est toujours et encore dans la préhistoire, j'arrête pas de le dire, le milieu culturel est en retard. Il a toujours été. Donc les gens ont besoin de voir, de toucher, de sentir. On a besoin de voir, toucher, ou en tout cas, on peut très bien faire du digital, mais ce qu'on offre aujourd'hui n'est pas assez poussé. On ne partage pas notre passion. C'est pas en mettant 3 images et un prix en dessous qu'on va faire rêver les troupes. Nous, on est là pour partager des expériences, quoi. Absolument. Et pourtant, des maisons de vente comme Sotheby's, par exemple, a décidé de passer au 100% digital. Il n'y aura plus de vente physique. Donc ça, c'est un virage aussi très important qui est aussi un virage business, parce qu'effectivement, les ventes physiques coûtent cher à organiser. On s'en rend pas compte, mais en loyer, en personnel, en organisation, en transport, etc. Mais nous, on n'est pas une maison de vente aux enchères. La plupart d'entre nous, on fait du premier marché. Donc, il faut qu'on parle à la personne de cet artiste qu'on va représenter. Il n'y avait pas moyen de le faire avec des réunions comme celle dont on a parlé. On commence à s'interroger, mais la solution, elle n'existe pas encore. Justement, on est en train d'essayer de... Donc, il y a plein de choses qui se sont faites pendant le confinement. Nous, à la galerie, là, on s'est mis à fond les ballons sur des productions. On est devenus producteurs de contenu, des visites d'ateliers. D'accord. Et ça, on adore. Très intéressant. Magda Danis, vous avez détecté certains grands talents. Je pense à JR ou l'artiste chinois Liu Bolin que vous avez fait connaître en France. Est-ce que cette période, elle a été propice pour aller justement dénicher d'autres artistes, peut-être au fin fond de la Chine, que vous pourriez déployer en France? Étonnamment, pas plus que d'habitude, mais moi c'est mon métier, c'est ma vie, c'est tous les jours, donc en fait pas plus que d'habitude. En revanche, ça a été l'occasion avec les artistes sur lesquels on était déjà dans des découvertes, j'aime bien le terme de détecter, donc, parce que je dis souvent j'ai un radar et puis il y a des gens qui m'intéressent, là d'aller de façon plus approfondie, de faire des visites d'ateliers d'abord pour moi virtuelles. Je n'ai pas besoin d'aller à Prague voir l'artiste que je voulais aller voir. Donc c'est ce que vous avez fait, des visites d'ateliers virtuels à Prague. Et vous avez senti? On les a montés ensuite et on les a donnés à voir sur Instagram. C'était tellement Et ça a fonctionné? Et ça fonctionne, bien sûr. Et les gens me disent, j'irai bien avec toi à Prague la prochaine fois pour aller le voir en vrai, cet artiste. Et de réussir. Donc le digital, oui, on peut faire passer notre passion, on peut faire passer la qualité d'une œuvre. Mais il faut qu'on le pense un peu différemment, il faut qu'on soit un peu généreux. Donc l'art post-Covid, ça va ressembler à ça? Je préférerais que ça ressemble à ça plutôt qu'à juste des résultats de vente aux enchères et des salons où on est tout serré. Ouais, c'est pas mal en fait qu'on reprenne un peu le pouvoir pour parler du sens, pour essayer d'ajouter quelque chose à notre métier. La Chine, justement, pays que vous connaissez admirablement bien, ils ont redécollé très très vite. Comment expliquer ce rebond? Pourquoi eux et pas nous, selon vous? Et est-ce qu'on devrait s'en inspirer davantage? Alors bien sûr, on a toujours ces différences culturelles qui sont énormes et on devrait s'en inspirer parce qu'ils sont repartis, mais presque trop. C'est-à-dire qu'il y a presque un déni de ce qui se passe dans le monde entier. Je travaille en ce moment parce qu'une partie de notre métier plus B2B va être de faire l'intermédiaire entre des artistes et des marques. Et une très grande marque chinoise qui n'arrive pas à comprendre qu'aux États-Unis, l'artiste, non, déjà il n'est pas levé, il y a 12 heures de décalage, ça ne rentre pas. Mais surtout qu'il y a des endroits qui reconfinent. Et très compliqué. Donc on oublie un peu le reste du monde. Donc c'est un petit peu stressant en ce moment de se dire la Chine a redémarré très vite en oubliant le reste du monde. Et aujourd'hui, les tensions politiques qui existent, elles ne font
qu'empirer cette situation. Alors que nous, on essaye un petit peu de masser dans le sens de plus d'échanges et de compréhension. Est-ce que les acheteurs chinois achètent de l'art chinois ou est-ce qu'ils achètent de l'art européen, occidental? Alors, les collectionneurs chinois achètent beaucoup d'art chinois, mais pour moi, qui suis quand même identifiée comme une galerie d'occidentale, faite par une occidentale, même si ça fait 11 ans que je suis à Shanghai, donc ça commence à être dans le paysage local. Un collectionneur très tôt m'avait dit, un collectionneur chinois qui a aujourd'hui son musée, alors que je l'ai connu, il commençait à collectionner, il m'a dit, tu sais, j'ai pas besoin de toi, ils sont très très pragmatiques, j'ai pas besoin de toi pour aller rencontrer les artistes chinois, je vais les trouver sur les réseaux sociaux et puis je vais te court-circuiter. En revanche, sur les étrangers, j'ai besoin de toi. Puis j'ai besoin que tu me dises si celui-là il est vraiment bien ou pas. Et donc, il y a un vrai rôle de conseil qui est génial. C'est là où notre plus-value, elle est réelle. C'est de dire, ah ben ouais, mais celui-là, voilà le parcours, il faut que tu lises le CV entre les lignes, il faut que tu vois où il peut aller, etc. Et donc, on vend les deux. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce rôle d'accompagnateur qu'on peut avoir. C'est ça. Dernière question, Magda Danis. On l'a vu, les collectionneurs français sont friands d'art chinois, et notamment avec le fameux Liu Bolin. Est-ce que cette crise et ce coronavirus ont eu un impact sur l'image des artistes chinois? Alors, pas directement. Je n'ai pas eu de ressenti. Ouf. Voilà, il n'y a pas eu de ressenti. Non, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une image de la Chine qui fait que ça devient de plus en plus dur de pénétrer ce marché, mais aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire pour des collectionneurs occidentaux, de s'y retrouver dans un marché qui est en pleine ébullition. Et là, c'est l'inverse de ce rôle où, si on peut aider les gens ici aussi à mieux s'y retrouver, c'est aussi notre rôle de conseil. Merci beaucoup, Magda Danis, d'être venue nous voir. Smart Up, c'est terminé. Je laisse la main à Stéphane Soumier tout de suite et on se retrouve évidemment demain matin. C'était un grand banquier qui était avec nous hier, Capucine, Frédéric Oudéa, patron de la Société Générale, et puis en l'occurrence aussi pour, je crois que c'était son dernier jour de président de la Fédération bancaire française. Il faut retenir un truc, donc discussion évidemment passionnante sur l'état général de l'économie mondiale, l'économie française, mais moi je veux retenir un truc, justement pour l'ensemble de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Certains d'entre eux sont des banquiers, sont des employés des banques. Ils ont traversé des périodes, mais des périodes épouvantables. Ils ont tout pris, il faut le savoir quand même, l'ensemble des salariés des banques. Et là, ils ont tenu le monde. Là, ils ont tenu l'économie française. Là, ils se sont mobilisés pour distribuer à très grande vitesse l'ensemble de ces prêts qui permettent à pratiquement 600 000 entreprises aujourd'hui de passer ce choc incroyable. Donc Frédéric Oudéa, c'était d'abord ça qu'il voulait retenir. Écoutez-le. C'est quand même les banquiers, les États évidemment, mais les banquiers qui ont tenu le monde. Écoutez, oui, en tout cas, il y a et les trésoriers d'entreprise, voilà, des espèces de professions maudites. Il y a beaucoup de professions qui nous ont permis de vivre, de nous alimenter, etc. Mais c'est vrai que j'ai souligné en tant que président de la Fédération bancaire française que nous étions présents sur le terrain. Et que je pense que c'est une occasion formidable de montrer notre utilité concrète. Et moi, ça me fait très plaisir de recevoir des témoignages de chefs d'entreprise qui nous ont remerciés pour la mise en place de ce PGE. Et donc, je répète, c'est la première manche. Je suis très conscient qu'il y a une deuxième manche qui va être compliquée entre l'automne et 2021, parce qu'il va falloir aussi traiter les cas dont on parlait. Absolument. Mais en revanche, cette première manche, elle est gagnée, et ça a redonné énormément de sens, effectivement, au travail de banquier. Et avec une proximité avec nos clients qui est restée très forte, que ce soit en agence ou par contact téléphonique ou vidéo. Moi, j'ai discuté avec énormément de directeurs financiers durant cette période. Une chose est claire, me disait-il, soit vous aviez une relation suivie, profonde avec votre banque. Et alors, franchement, mais les PGE parfois ont été décaissés, mais en un temps record. Absolument. Soit c'était pas le cas, et c'est vrai que ça a été sans doute plus compliqué. Donc là, il y a sans doute quelque chose qui s'est noué. Je pense que commercialement pour vous, il y a un boulevard derrière quand même. Enfin, alors, vous savez, c'est très intéressant. C'est exactement ce que je dis à mes collaborateurs. Je leur dis, vous savez, on a bâti un capital qu'on appelait en anglais un goodwill avec nos clients sur lequel on va bâtir. Parce que nos clients n'oublieront pas ce qui a été fait dans cette crise. C'est dans les moments difficiles aussi que ces relations se soudent. Et donc, il y a plein de choses à faire. L'environnement va rester difficile, mais c'est l'occasion d'avancer. Et bien sûr, de tenir compte d'avancées structurelles aussi. Le digital, on le sait bien, même si en France, on n'est pas les plus rapides à bouger. On voit ailleurs, dans d'autres géographies, que ça bascule plus vite. Toutes ces tendances structurelles seront néanmoins accélérées.